Madame Émilie Pauline Makosso, épouse Limbongo Ngoka. Bonjour. Bonjour. Comme on le sait, vous êtes Madame Limbongo Ngoka. Je ne peux pas commencer cette interview sans vous poser la question de savoir comment va le grand frère Limbongo Ngoka, aujourd'hui injustement emprisonné pour des raisons politiques au Congo. Sincèrement, je dois avouer que je n'ai pas de nouvelles de M. Limbongo Ngoka. Depuis qu'il est emprisonné, ça fait 16 mois. Je sais qu'il est à la maison d'arrêt. Je sais que quelques membres de la famille lui apportent à manger. Mais les enfants et moi, nous sommes sans nouvelles de lui. Alors quand vous dites que vous êtes sans nouvelles de lui, il se porte quand même bien, il est dans quel état d'esprit? On peut comprendre que vous ne vouliez pas donner des détails, mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire quelque chose à ce sujet aux téléspectateurs et aux Congolais qui s'inquiètent de la santé des prisonniers politiques au Congo? Il y a donc M. Limbongo Ngoka, il y a M. Jean-Marie Michel Okoko, Jean Gwabi et Paula Makaya, dont on sait, avec l'épouse Makaya, vous avez fait un séjour aux États-Unis. Oui, mais je ne peux vous dire que ce que je connais, dans la mesure où, au niveau de la maison d'arrêt, il n'est pas organisé un système de communication, c'est-à-dire qu'on ne leur autorise pas d'avoir des portables pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc je ne peux pas vous dire que j'ai des nouvelles de M. Limbongo. Émilie Makosso sur Congo Libertine, nous recevons aujourd'hui une femme, comme on dit, la femme est l'avenir de l'homme et donc l'avenir du Congo. Madame Émilie Makosso, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez rapidement nous donner votre profil? En tout cas, moi je sais que vous êtes une militante depuis les années 70, mais pour les téléspectateurs, que peut-on retenir de votre parcours militant? Eh bien, Monsieur Mingwa, je vous dirais que j'ai été une militante de l'UJEC. C'est après mon bac au lycée Savorgnan de Brazza, lycée central. Je me dirige à l'université pour commencer une formation, une carrière en droit. Et c'est en ce moment-là que je veux vraiment m'impliquer dans le militantisme. Alors vous vous impliquez dans le militantisme. Est-ce que vous pouvez, pour nos jeunes téléspectateurs, nous parler de l'UJEC, en tout cas rapidement? Est-ce que c'était un syndicat à obédience socialiste, un peu comme la politique au Congo? Mais je sais aussi que vous avez eu maille à partir avec le gouvernement de Marien Ngouabi. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette période? L'UJEC, c'est une organisation des étudiants qui ne regroupe que des étudiants et des étudiants qui ne relèvent d'aucune obédience politique. Nous ne sommes pas un syndicat, nous n'étions pas un syndicat, mais des élèves et étudiants regroupés au sein de cet organisme pour pouvoir défendre les intérêts des étudiants. Et donc à cet effet, en 1974, il va avoir une grève des étudiants. Un matin, nous nous sommes dirigés vers le lycée central. Et au lycée central, nous voulions en ce moment-là sensibiliser les élèves de CG annexe et ceux du lycée pour leur faire prendre conscience que ils allaient certainement nous rejoindre en tant qu'étudiants. Ils étaient élèves, mais après, ils allaient certainement nous rejoindre. Et en ce moment-là, il fallait qu'ils soient au courant des difficultés qu'un étudiant peut avoir lorsqu'il arrive à la fac. Donc, nous sommes descendus ce matin-là pour commencer une grève et nous avons été surpris par la violence de ce pouvoir en ce moment. Et qui est descendu mater les étudiants. Et moi, je pourrais dire, j'ai bénéficié d'une grâce, la grâce du Seigneur. Je ne connaissais peut-être pas ce Dieu-là comme je le connais aujourd'hui, mais je puis affirmer aujourd'hui que j'ai bénéficié de la grâce du Seigneur parce qu'au moment où la grève commence, 2 personnes en civil étaient en train de me chercher.
Et ça demandait de partout, Mademoiselle Makosso, Mademoiselle Makosso. Et finalement, ils ont mis la main sur Mademoiselle Makosso, que je suis. Alors, et tout de suite. Et vous avez fait la prison parce que si on parle aujourd'hui, on va rebondir sur l'actualité congolaise. Hein. Il y a des étudiants congolais qui sont aujourd'hui en grève. Vous avez dû voir que le directeur de la police, M. Ndenge, a menacé un leader syndical étudiant et aujourd'hui ils sont pratiquement tous dans la clandestinité. Est-ce que par là on peut comprendre que les violences politiques au Congo ont commencé, en tout cas envers les étudiants, depuis déjà plusieurs décennies? Oh, ça, je peux bien l'affirmer. Hein. Je puis l'affirmer parce que nous-mêmes, nous sommes passés par là. Moi, particulièrement, je suis passé par là. Vous êtes passé par quoi? Je suis passé... Je m'en vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Une fois que j'ai été cueilli au niveau du lycée central, ces deux policiers en civil m'ont amené directement au commissariat central. Le commissariat central, à cette époque, se trouvait dans l'enceinte actuelle où se trouve le mausolée de Mariengwabi, et non loin de la mairie centrale. On me prend au lycée, on m'emmène là, et on me jette dans une cellule. Dans cette cellule, je trouve un étudiant qui était déjà là, et on me laisse là. Peut-être 30 minutes ou une heure après, ils reviennent me chercher et, pour une destination inconnue. Ces deux policiers, qui n'étaient pas en tenue, me prennent et m'engouffrent dans un taxi. Le taxi démarre, on passe devant l'actuelle Mandarine. Avant, c'était un magasin d'une alimentation qui était là. Et on part de là et on évolue vers la BCC actuelle, et on emprunte le chemin qui va vers la piscine Caïman. Et de là, on prend à gauche, on remonte vers comment vous appelez ça? C'est le camp 15 août. On remonte vers le camp 15 août, on dépasse la maison d'un ancien médecin. Et c'était pour arriver où? Laissez-moi vous dire, parce que ce que je voudrais dire par là, que la violence du pouvoir actuel n'a pas commencé d'aujourd'hui. Et quand j'ai pu visionner ce que Mamoy, un lieutenant ou un militaire qui est intervenu au niveau de la conférence nationale et qui a décrit le mode opératoire de l'enlèvement du cardinal Émile Biayenda, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur parce que quelques années avant, c'est-à-dire en 1974, je suis passé, j'ai fleuré un enlèvement parce que ce que j'étais en train de vous dire, on passe par la piscine Caïman et on évolue vers le camp 15 août. Vers le camp 15 août, on s'arrête devant la maison de Minsonsa, le docteur Minsonsa, et la maison du docteur Minsonsa était en face du camp 15 août. On dépasse un tout petit peu le camp 15 août, et puis ceux qui étaient avec moi dans la voiture, c'est-à-dire ces deux militaires en civil, demandent au taximan de s'arrêter. Et le taximan s'arrête. Et eux, ils sortent. Ils vont discuter, ils vont vers l'entrée du camp 15 août. Il y avait une station d'essence à proximité. Et ils restent là pendant 30 minutes, en train de discuter. Ça discute, ça papote. Et puis quand il revient, on change de direction. Mais
avec l'intervention de Mamoy, je me suis dit, mais certainement qu'ils allaient m'emmener vers Itatolo. Certainement qu'ils allaient m'emmener et ils me violaient, ils me tuaient, incognito, parce que au niveau du commissariat, quand ils me prennent de là, personne ne sait qu'on m'a pris. Et voilà donc pourquoi je dis que ce pouvoir, c'est un pouvoir vraiment qui est ancré dans le mal, dans la méchanceté, un pouvoir qui est ancré dans la torture, un pouvoir qui est ancré dans l'assassinat. C'est à partir de l'intervention de Mamoy et à partir de ce que moi-même j'ai vécu. Donc, une fois qu'ils sont rentrés, une fois qu'ils ont repris le processus, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la voiture et on a fait volte-face parce que comment tu appelles ça, l'état-major normalement est derrière nous. Si on progresse vers l'hôpital, l'état-major est derrière nous. Et donc on a fait demi-tour et puis là ils sont allés me déposer à l'état-major. Pourtant du commissariat on passait directement à l'état-major. Pourquoi donc ils ont emprunté ce chemin comme ils avaient fait pour le cardinal, c'est-à-dire qu'ils sont allés vers la cathédrale, ils ont pris le cardinal et puis ils ont évolué vers Etatolo. Et moi aussi, en passant par l'hôpital militaire, ben, c'est aussi un chemin pour évoluer vers Etatolo. Donc ils me prennent, ils me déposent à l'état-major. Mais la suite... c'est surtout la suite. C'est surtout la suite. C'est surtout la suite. Parce que la suite, c'est quoi? La suite, c'est que vers 22h, je vais être interrogé. Et par qui? Figurez-vous. Vous pouvez me dire? Ah, mais écoutez... vous pouvez me dire par qui? C'est ça? Monsieur Molondele? Je ne le connaissais pas. Et voilà qu'à 22h, on vient me chercher. Mademoiselle Makosso, venez. Je quitte donc ceux qui étaient avec, puisque tous les étudiants, nous étions dans une salle, on dormait par terre, sur des cartons. Et donc on vient me chercher et je vais dans un bureau. Qui je trouve dans ce bureau? Monsieur Sassou Nguesso. En chair et en os. En chair et en os. Donc Monsieur Sassou Nguesso, c'est pas... ce n'est pas d'aujourd'hui hein, qu'il manigance, qu'il agit ainsi. Il me prend de 22h à 3h du matin et celui qui était à la machine à écrire pour prendre ma déposition, c'est un frère que je connaissais, le défunt Ibala. François? Aujourd'hui décédé, oui. L'ancien de la carte présidentielle de Pascal Lissouba. Oui. Et c'est lui donc qui était à la machine en train de prendre mon procès verbal. Madame Émilie Makosso sur Congo Liberty, Monsieur Denis Sassou Nguesso en train de vous interroger, pour ne pas dire vous interviewer comme je le fais là. Est-ce que à l'époque il a cette envie de vous écraser? Comment il mène son interrogatoire? Est-ce qu'il est violent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire? Oh, apparemment, il n'est pas dans son langage, il n'est pas si violent que ça. Mais c'est quand il pose, par exemple, quand il pose une question concernant les étudiants, pourquoi les étudiants du Sud, ils ont infesté le campus. Mais je lui dis, c'est tout à fait normal, les étudiants du Sud, quand ils arrivent à Brazzaville, eh ben, ce sont des étudiants qui sont censés ne pas avoir de la famille à Brazzaville. Voilà pourquoi, à cette époque-là, ils étaient privilégiés. Des places étaient en quelque sorte réservées à ces étudiants pour qu'ils soient pris au niveau du campus. Alors il me dit, non, je ne pense pas que ça soit la raison principale. Vous avez certainement été abordé par vos grands, c'est à cause du pétrole. Je dis, mais à cause du pétrole.
Mais si je suis étudiante et que au niveau du campus, notamment au niveau du resto du campus, on est mal nourri, au niveau de la fac, nous n'avons pas suffisamment de chaises pour pouvoir s'asseoir et pouvoir écouter le professeur qui est en train de nous donner son cours, ben, c'est suffisamment fort pour que nous puissions rentrer en grève et interpeller les autorités pour leur dire que les étudiants n'ont pas des conditions adéquates pour pouvoir étudier. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de pétrole. C'est en ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait un enjeu au niveau du Kwilu et au niveau de Pointe-Noire. Le pétrole était en train de déranger M. Sassou, qui aujourd'hui se sert allègrement. Et finalement, quand je lui ai donné cette réponse, pour conclure, il me dira « Mais mademoiselle, je vous promets ceci, je vous démontrerai par A plus B, en tout cas cette phrase-là m'est restée, je vous promets, je vous démontrerai par A plus B que vous étiez dans le comité organisateur pour pouvoir déstabiliser le pouvoir en place. » Mais pourquoi M. Séné Sassou Nguesso, à l'époque, vous parle de Sud? Est-ce qu'il y avait déjà un enjeu régionaliste au Congo? Il n'y a que... Nous, on arrivait pour faire des études. Est-ce que vraiment, à cette époque-là, j'avais 22 ans, est-ce que dans ma tête trottinaient des problèmes économiques? Non, je ne pense pas. Madame Émilie Makosso sur Congo Liberty, j'ai une question à vous poser au sujet de l'engagement des femmes dans le combat de la libération du Congo. Aujourd'hui, on ne voit pas suffisamment de femmes. Vous aviez été une militante ardente, en tout cas sur le plan estudiantin. Comment expliquez-vous que les femmes aujourd'hui ne s'impliquent pas plus dans le combat politique? Mon frère Mingwa, je pense que c'est un problème d'éducation politique. Vous n'avez pas fait votre travail en tant qu'aîné. On vous voit dans les tontines, dans les matangas, dans les mutuelles, mais on ne voit pas du tout de femmes. En tout cas, elles ne sont pas si nombreuses que ça. C'est voulu, je pense que c'est voulu. Hein, c'est voulu à partir du moment où l'UGEC a été complètement, disons, assassiné. Parce qu'au sein de l'UGEC, nous avions quand même cette possibilité de rencontre, cette possibilité d'avoir une éducation civique, d'avoir une éducation politique, d'avoir la possibilité d'être sensibilisé. Mais ce sont des choses, après 1974, qu'on n'a plus vues. L'UGEC a été remplacé par l'UGC, mais l'UGC, c'était une organisation politique, une organisation dépendant du PCT. Chose qu'on ne voyait pas lorsque l'UGEC existait. Il y avait l'URFC avec le slogan Seule la lutte libère. Oui, Seule la lutte libère. J'ai même connu ces femmes-là lorsque j'étais à l'internat de Javoué, lorsqu'elles faisaient leur congrès. Mais l'orientation, c'était une orientation politique alors que l'UGEC était apolitique. L'UGEC était apolitique. Nous recevons aujourd'hui Madame Émilie Makosso. On est en train de parler, en tout cas on est sur la séquence de l'engagement politique des femmes congolaises qu'on ne voit pas suffisamment aujourd'hui. Mais il y a une chose, moi, qui m'interpelle. On a vu des actes posés par des femmes. On voit Madame Ounari en train d'appeler de ses voeux un changement du pouvoir. On a vu la directrice du CHU, Madame Amburo, qui a écrit une lettre ouverte à M. Denis Sassou Nguesso pour dénoncer l'état de délabrement du CHU. Finalement, on a envie de dire qu'au Congo, les plus courageux, ce sont les femmes, pendant que les hommes sont en train de se goinfrer. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que l'avenir du Congo, ce n'est pas que les femmes prennent enfin leur destin en main? Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frère Mingwa. Les femmes
ce sont les femmes qui doivent prendre en main tout ce qui se passe, la situation de notre pays. Si la femme se lève, si la femme se lève pour bâtir, si la femme se lève pour sensibiliser, si la femme se lève pour pouvoir interpeller, évidemment, il y a femmes et femmes, hein, parce que nombreuses de nos sœurs, elles se font encore rendre, elles courent après les postes politiques, elles ne veulent pas gagner leur vie facilement. Elles veulent plutôt être accompagnées par des hommes. Voilà pourquoi elles s'embarquent, elles sont à la remorque de ces hommes-là, elles ne peuvent rien faire. Parce que si c'est quelqu'un qui te promet un poste, quelqu'un qui est ton parrain, mais face à ce parrain, tu ne peux rien. Tu ne peux pas réagir contre le parrain. Tu es obligé d'aller dans le sens du parrain. Mais je pense qu'il faudrait que les femmes se réveillent, il faudrait que les femmes se lèvent, il faudrait que les femmes prennent conscience que ce sont elles qui mettent au monde, que ce sont elles qui éduquent. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc cette femme, elle doit se prendre en charge, elle doit faire fi de quelques billets ou quelques postes que soit qu'on pourrait lui faire miroiter, parce que c'est ça. Hein? Quand on lui fait miroiter un poste, quand on lui fait miroiter des billets de banque, elle est prise et elle ne peut plus s'en détacher. Mais je pense qu'elle doit faire fi de tout cela pour pouvoir construire ce pays. Nous avons besoin vraiment des femmes qui sont conscientes que l'avenir du Congo-Brazzaville, l'avenir de l'Afrique dépend de la femme conscientisée pour pouvoir relever les défis. Madame Émilie Makosso sur Congo Liberty, votre mot de la fin? Le mot de la fin, je voudrais attirer l'attention des Congolais et puis dire aux hommes intellectuels qui accompagnent M. Sassou. M. Sassou est dans une politique de violence. M. Sassou aime la barbarie, la tyrannie. Comment des intellectuels qui sont par exemple dans le gouvernement de M. Sassou peuvent-ils accompagner M. Sassou alors que c'est un homme qui a fait asseoir son pouvoir par la violence depuis 1966, lorsqu'ils organisent un coup d'État contre Massamba Deba qui est à Madagascar. Dieu merci, ce coup d'État échoue. Il ne se fatigue pas. En 68, ils reviennent au galop. Et en ce moment-là, le cycle de la violence ne fait que se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas comprendre que M. Sassou Nguesso, qui a prêté serment afin que la Constitution soit respectée, la dernière Constitution, celle de 2002, soit respectée, ne puisse pas tenir parole, alors qu'il nous a toujours dit que c'est un homme d'honneur. Il devrait tenir parole et attendre la fin du mois d'août et puis partir. Or, qu'est-ce qu'on voit? La violence de M. Sassou s'inscrit de nouveau. Il met en route un référendum. Il met en route un référendum, le référendum du 25, hein, oui. 25 octobre 2015. Mais c'est une forme de violence parce que il arrête la Constitution de 2002. Il détourne l'attention des Congolais pour leur offrir quoi? Leur offrir un référendum
Et après le référendum, c'est la constitution, la nouvelle constitution du 20 mars 2016. Non, je ne pense pas que c'est ainsi que nous allons pouvoir arrêter la violence. Je pense qu'on peut être sage. Je pense qu'on peut être sage. Je pense qu'on peut s'asseoir. Hein. Toutes les entités, toutes les régions peuvent s'asseoir autour d'une table. Nous avions ce principe de Mbongi, hein, autour du Mbongi, trouver la solution et ne pas continuer à saccager. On saccage la République hein, par des institutions qui n'ont pas, qui sont illégales, qui sont illégitimes, et on ne va pas quand même continuer. Là, nous avons les élections, hein, nous avons eu les élections législatives, et les élections législatives se passent encore dans la violence. Donc c'est un mode opératoire du système Sassou. Il faut qu'on arrête. C'était l'interview, en tout cas le grand oral de Madame Émilie Makosso, qu'on remercie très sincèrement. C'était une interview très émouvante avec des révélations. On est content en tout cas d'avoir réalisé cette interview avec vous et on vous invite, dès que vous le souhaitez, en tout cas on appelle de vive voix les femmes congolaises à s'engager un peu plus et puis à venir sur Congo Liberty pour discuter et puis pour continuer à conscientiser le peuple congolais. En vous remerciant. Très chère bonne sœur. Je vous remercie. Je vous remercie.